Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine, comme toutes les semaines. J'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose. Exactement la même chose mot pour mot. Désolée, il faut que j'innove. Cette semaine, un petit épisode sur notre génération et un petit peu l'avenir de notre génération, parce que j'ai l'impression que... Je pense qu'en fait, tous ceux de notre génération partagent un petit peu le même point de vue. Du coup, on va essayer de... C'est surtout que semaine dernière, on a débunké le mytte de l'épargne durable et cette semaine, on va débunker le fait que notre génération est perdue parce qu'on l'entend trop souvent. C'est clair. Mais avant ça, les boom anecdotes. Cette semaine, il s'est pas passé tant de choses que ça, en vrai. Alors si. Wow. Alors peut-être que toi, t'as pas fait grand-chose, mais moi, cette semaine, je l'ai pas vu passer, personnellement. Ça va, c'est là, ça va. France Travail, et puis j'ai noté ça parce que notre semaine a commencé avec ça. Moi, j'étais là en plus, mais je n'ai rien demandé, en fait. Pourquoi est-ce que j'entends la réunion France Travail de Julien? Insupportable. Alors, faut savoir que du coup, pour ceux qui ne sont pas accommodés de France Travail, normalement, quand vous inscrivez au chômage, vous êtes mis en fonction de ce que vous recherchez. Donc, par exemple, si vous cherchez un travail, vous êtes mis sur un certain pôle. Si vous créez une entreprise, vous êtes mis sous un autre pôle. Julien et moi, on a créé une entreprise où on y est tous les deux. Moi, bizarrement, j'ai été passée sur le pôle entreprise, mais Julien, il a matché avec la conseillère Pôle emploi qui lui a dit « Oh, ben, je vous garde dans mon portefeuille », alors qu'en fait, il est censé être avec moi, normalement, sur une autre agence. Et du coup, il se farcit des... Pardon. Il se farcit des réunions en visio. J'ai l'impression qu'on est encore au travail, en fait. Non, mais c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était une réunion, elle a été éclatée au sol. Déjà, c'était pour présenter l'offre de service, en gros, présenter leur site internet qui bug à chaque fois que je m'en sers. Tu cliques sur un bouton, te met toujours accès refusé ou site momentanément disponible. Ouais, tu ça, dois c'est vrai, par contre, refresh la page je ne sais combien de fois. Et là, vraiment, la réunion, j'étais avec, je pense, des boomers qui devaient avoir, je sais pas moi, aucune compétence en informatique. Et vraiment, je vous laisse imaginer la réunion Teams où en fait ils ont tous les micros activés, il y a un écho de fou, personne s'entend, la dame qui présente ça elle est obligée de répéter 10 fois comment et de faire un tuto pour comment couper le micro sur Teams. Vraiment moi vraiment, il était lundi matin 10h, j'avais plein de choses à faire beaucoup plus importantes que ça et j'étais en train de péter mon crâne parce que je me dis mais mon Dieu, j'ai quitté le monde du travail justement pour ne plus vivre ce genre de moment et là vraiment ils sont en train de m'aspirer mon énergie vive en ce début de semaine quoi. Donc vraiment ça a été et je me dis mais c'est quand même dingue le temps perdu et en fait faut voir quand même pourquoi ils font ça. En fait ils font ça pour faire semblant qu'il faut des choses pour les demandeurs d'emploi. Alors je dis pas que cette réunion là elle sert peut-être, mais en réalité je sais pas moi si on est 20 sur la réunion, elle sert vraiment à qui? Elle sert peut-être à 3, 4, 5 personnes. Moi je veux dire c'était juste du temps perdu quoi. Sachant qu'en fait avant de vous mettre dans des groupes, vous êtes classé par autonomie. Donc forcément en demandeur de travail, il y a pas que des emplois, enfin que des cadres, tu vois. Et du coup il y a des gens pour qui l'informatique c'est pas inné, chercher du travail c'est pas inné non plus. Enfin moi je peux concevoir qu'on ait des difficultés, tu vois. Enfin tout le monde ne sait pas écrire un mail, ne sait pas faire un CV. Alors qui fasse des choses dédiées pour les personnes qui en ont besoin, tu vois. Mais en fait normalement t'es présélectionné en fait. Ils te mettent déjà dans des groupes, donc nous on est censé être dans les groupes autonomes et après notre chemin s'est séparé où moi je suis partie du côté entreprise et toi t'es resté là. Mais en fait vous êtes présélectionné là-dessus et c'est vrai que c'est un peu aussi le sentiment que j'ai, c'est que on fait des obligations pour faire des obligations en fait au final. Est-ce que t'as appris des choses différentes que ce que la dame elle t'avait donné elle t'avait dit dans l'entretien perso? Parce qu'en fait on a des entretiens perso avec notre conseillère à chaque début d'inscription et moi par exemple je sais que c'est le 11 où j'ai de nouveau un point avec elle et tu vois en fait on répète sans cesse les mêmes choses, c'est
des règles pour faire travailler les fonctionnaires, j'ai Mais c'est ça, mais l'impression. c'est de l'administration et que de temps perdu, parce que le pire, c'est que, encore une fois, pourquoi je fais cette visio, c'est parce qu'en fait, elle est obligatoire. Oui, elle est obligatoire. Et que 3 jours après, j'ai quand même reçu un Oui. avertissement avant radiation parce que soi-disant j'étais pas présent. Alors qu'en plus, elle a fait l'appel et elle a demandé qu'on mette notre numéro d'identifiant dans le chat. En plus, moi, je me suis dit, en soi, c'est quand même pas ouf de tous mettre son numéro d'identifiant parce que d'un point de vue de la sécurité informatique, c'est pas ouf vu que c'est notre login, en fait, pour se connecter à France Exactement. Travail et notamment, par exemple, changer le RIB, des versements qu'on reçoit. Enfin bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Et justement, alors que j'ai été présent, alors que j'ai répondu à l'appel, ils se sont quand même trompés, ont réussi à m'envoyer un avertissement. Du coup, j'ai dû renvoyer l'avertissement, renvoyer une demande et vous imaginez pas le temps perdu que c'est, quoi. C'est un truc de fou. Et ça me termine parce que il faut savoir qu'on a 2 conseillers à chaque fois. Donc, Oui, en plus. parce que moi, du coup, effectivement, vu que j'ai une société avec un cabis, etc., je dois faire des auto-attestations que je me verse pas de rémunération. Attestation à toi-même, ça rappelle autre chose, ça. En plus, on en est payé généralement le 3. Et en fait, moi, genre, ils m'ont dit, donc là, février, c'était un mois à 28 jours, donc on est indemnisé par jour. Et moi, le 25, donc le vendredi, ils me disent, pour le lundi, du coup, ils me disent, au fait, on n'a pas reçu votre attestation de rémunération, pour l'instant, pas de sous. J'ai fait, ah! Non, c'est pas très grave. Mais du coup, j'étais là, bon, je vais écrire à ma conseillère qui me répondra sûrement dans une semaine, tu vois. Et là, je regarde ma messagerie en ligne. En fait, j'ai 2 conseillers. J'ai un conseiller pour les questions générales et un conseiller indemnisation. Et je dis, mais c'est fascinant. Est-ce que le premier ne peut pas répondre à la question du deuxième? Enfin, donc voilà, j'ai fait plein de PV d'AG pour dire que je prenais pas de REM, plus des auto-attestations. Et elle m'a dit, ok, c'est bon. Et du coup, j'étais payée avec 3 jours de retard, mais payée quand même. Que de temps perdu, en fait. C'est surtout ça, que de temps perdu. Mais ça, c'est très français, d'ailleurs, je trouve. Enfin, c'est une difficulté que j'ai l'impression qu'on rencontre de plus en plus, c'est ces fonctionnaires. Enfin, ne vous vexez pas si vous êtes fonctionnaire, on ne parle pas de tous les fonctionnaires, mais des postes de fonctionnaires qu'en fait, si on supprimait leur poste, je suis pas sûre que ça changerait quoi que ce soit. Oui. Et c'est vrai que quand tu vois le coût de la vie, le montant des impôts et tout, ça fait un peu chier d'être dépendant. Par exemple, ces allocations, au final, elles dépendent de si une dame a bien vérifié que t'étais bien connecté à ta visio. Elle le fait pas correctement, c'est pour rattraper. Après, c'est pareil. Tu vois, pareil, la MSA, on nous doit toujours 1 000 €. Je me pose en nez, ce truc-là, d'ailleurs. Faut que je relance sur ma liste. Voilà, faut relancer. Mais je devrais même pas relancer. En fait, déjà, cette histoire, voilà. on veut pas refaire l'histoire. Parce que il y a quelqu'un qui a mis 1000 plombes à se rendre compte qu'il y avait un souci dans les dates. Enfin, je me dis, franchement, on paye 80% d'impôts et en fait, il y a jamais de rétribution à ça, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en plus, il y en a qui pourraient dire tout simplement, mais sinon, vous faites une fois sur vos allocations, vous vous débrouillez sans, parce qu'en plus, vous avez construit un parc immo, vous vivez dessus, etc. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas payer 80% d'impôts d'un côté et pas profiter de ce que rentre le système de l'autre. C'est vrai que moi, en soi, je préférais que les 5-6 dernières années, on n'ait pas filé plus de 100 000 € d'impôts, non, plus que ça, peut-être 500 000 plutôt. J'avais calculé 500 000 € d'impôts à l'État les 5 dernières années pour que la rare fois où il peut nous en rendre une petite fraction, en fait, ça soit la croix, la croix à la bannière. Merci, j'avais plus l'expression, la croix à la bannière pour la récupérer, quoi. Franchement, c'est ça qui est vraiment, parce qu'en fait, au final, on galère. Moi, je préférais qu'ils simplement, par exemple, ils nous fassent une exonération de bénéfices sur la boîte qu'on est en train de créer pendant 3 ans. On récupérait ou peut-être pas en compensation ce qu'ils devraient nous verser aujourd'hui. En fait, on aurait moins à batailler, à galérer, à se justifier en permanence. C'est ça qui est fatigant, parce qu'au final, en fait, tous ces postes de fonctionnaires qui viennent te contrôler en permanence, ça coûte. Donc, c'est ce qui fait que les impôts sont si élevés. Et de l'autre côté, ça t'empêche d'être productif. Après, c'est-à-dire que tu compiles à l'échelle nationale tous les gens qui perdent du temps à répondre à des contrôles, à des tests, à des erreurs de l'administration, mais en fait, tu ferais progresser le PIB, quoi. C'est ça. Après, je sais pas trop comment ça se passe pour ceux qui, par exemple, perdent leur emploi, se retrouvent à France Travail et doivent chercher du coup un nouvel emploi. Moi, de ce que j'ai vu sur l'application TikTok, c'est qu'en fait, souvent, ils ont des propositions à côté de la plaque, tu vois. Et en fait, je suis moyennement étonnée non plus. Donc, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que je pense qu'on a connu plus efficace comme organisme.
Non, mais bon, après, D'État, tu vois. on va faire tout un épisode sur France Travail, mais c'est sûr que... Non, mais c'est assez déroutant pour nous qui n'avons jamais été Non, mais via même France Travail. parce que justement, c'est un sujet intéressant que tu as abordé, c'est l'efficacité à la fin. Et Bah la oui, réalité, parce c'est que que LinkedIn ou Glassdoor trouvent plus de postes. il me semble, hein, donc Et le problème, c'est pourquoi? Parce que c'est codé par des Américains de la Silicon Valley, que ça fonctionne mieux, qu'il y a de l'IA, qu'il y a de l'algorithme dedans. Alors que France Travail, déjà, le site internet, il fonctionne moins bien que YouTube en 2007, quoi. Donc forcément, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? ouais. Donc ouais. Après, on va croire qu'on est pro-Amérique, là. On est pro-Amérique parce que je suis désolé, mais franchement, moi je veux bien être chauvin, patriote, tout ce que vous voulez, mais en ce moment, dès que l'État nous pond quelque chose, c'est nul. Faut le dire, c'est nul. D'ailleurs, parlons-en. Il y a Monsieur Macron qui a parlé cette semaine. Et moi, j'ai pas regardé, du coup, j'ai même pas écouté. Hugo Décrypte fait des très bons résumés. Du coup, je me disais, en fait, on est en train de réouvrir des lignes de crédit pour l'Ukraine. Alors que franchement, si vous avez suivi, enfin, on en a un peu parlé les semaines d'avant de ce qui se passait avec Zelensky, Trump, etc. En fait, déjà, je me dis, on n'a pas de quoi payer les retraites. Ursula, elle est venue, elle a dit, c'est 350 milliards, je sais même plus, milliards pour réarmer. Et moi, je dis, mais avec quel sous, maman? Avec quel sous, mon ref? Et vraiment, c'est affligeant. Du coup, je me dis vraiment, c'est pas qu'il faut qu'on parte, mais quasiment, parce que je me dis, ça a aucun sens, vraiment, aucun sens. Surtout que là, Trump, il a reparlé, il a dit qu'en vrai, on est en train d'exagérer largement, donc on est en train de se le metre à dos. Au bout d'un moment, stop les bêtises. Mais surtout que c'est là que tu vois on arrive en vrai dans un monde qui devient dangereux, je pense, parce que nos politiques sont dans une irresponsabilité totale, dans le sens où, en réalité, ils ne prennent jamais aucune conséquence de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et le problème, c'est que ça peut vraiment amener loin. C'est-à-dire qu'au final, des fois, j'en viens à me dire que tu peux prendre quasiment n'importe quel président un peu, comment dire, un peu dur, un peu autoritaire, voire dictateur dans pas mal de pays, il est souvent plus responsable que nos propres dirigeants, parce que soi-disant ils sont élus par le biais de la démocratie. Parce qu'au final, si on regarde bien, il y a un an, ils nous font toute une histoire avec le déficit, avec le budget, machin truc, comme quoi il y a des risques de faillite de la France, de défaut de la dette, patati patata. Et là, 6 mois après, ils se mettent en tête de vouloir faire des guerres, et là, bizarrement, la dette c'est plus un problème. Sauf que en fait, mon ref, économiquement, il y a rien qu'à changer, tu vois, je veux dire. Et puis c'est toujours pareil, ils te sortent des grands trucs en mode non, mais vous inquiétez pas. Il y a une ministre qui a quand même dit sur un plateau télé, vous inquiétez pas, on va financer en créant des emplois. Non mais oui, donné, alors c'est exactement ce que j'allais dire. Là, je sais plus quel boug a dit oui, mais vous inquiétez pas, c'est chez nous que les emplois vont être créés, enfin la valeur ajoutée. Mais je dis mais en fait c'est fou parce que ces gens-là, ils ont fait des giga écoles pour raconter n'importe quoi, et vraiment leur idéologie, vraiment, il y a des fois où moi je sais pas, ça me dépasse. Je comprends pas l'intérêt de tout ça en fait, parce qu'au final les bons éléments vont finir par partir. Ouais. L'État met la main sur de plus en plus de choses dans nos vies, et économiquement c'est non mais puis même, je veux dire, là je veux dire, on est sur un bateau, si vous voulez, vous avez le choix. Il y a le fond qui prend l'eau. Ah non mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en gros le capitaine il doit choisir entre amener son bateau au large ou foncer sur les récifs. Là en fait on n'est plus en train de foncer sur les récifs, on est en train de passer dessus, tu vois. Donc je sais pas ce qu'il en restera à la fin du bateau, mais à mon avis commencer à prendre les canaux de sauvetage, quoi. Bon, parlons de choses du coup plus encourageantes. Nous on a avancé sur des travaux, voilà. Un bon avantage d'être en Europe, c'est qu'on peut lever de la dette, donc nous on fait des investissements. Et là, cette semaine, du coup, on a récupéré, je pense qu'on l'avait dit à l'épisode dernier, c'est qu'on a récupéré un appartement qu'on va vendre, du coup. Un appartement qu'on va vendre. Et franchement, en voyant l'état, c'était sale. Pas de surprise jusque-là. Après, c'est pas le pire qu'on ait eu, honnêtement. Non, en termes de crade, c'était pas le pire. C'est juste que la partie, on est vraiment pas bien parce que elle est restée combien de temps en tout? Je pense une quinzaine d'années, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. Donc du coup, le truc a pris quand même un shoot dans la gueule, mais. Ouais, mais tu vois, il y a pas que de la vétusté. Par exemple, quand, je sais pas moi, les embrasures de porte sont noires. Moi, je trouve que c'est juste que ça n'a pas été entretenu, tu vois. Juste, par contre, les fenêtres, c'est vrai qu'il faut les changer, mais c'est prévu par la copro depuis 3 ans, donc nous sommes en attente. Et c'est surtout que du coup, on s'est dit, là, je pense que si on le vend, on obtiendrait un certain prix. T'es ok pour dire le prix ou pas? Ouais, en fait, l'appartement, ça a été notre première opération. On avait déjà parlé, on avait payé 53 000 € à l'époque. On avait vraiment fait une très très bonne affaire. Là, si on le revendait en l'état, à mon sens, on le revendait
autour de 100 000, Je ce qui est pense. déjà pas mal, mais en réalité, il faut voir quand même que c'est une ville qui est chère. Alors même si c'est pas le meilleur quartier, c'est pas la C'est même dans copro. c'est Montpellier Centre quand même en réalité, hein. Exactement, et puis il faut imaginer que à côté vous avez des nouvelles résidences qui se construisent où ça se vend à 4 000 € le mètre carré, tu vois. Donc c'est sûr que bon, nous on vendra jamais à 4 000 € le mètre carré, mais voilà, il y avait quand même moyen de faire mieux. Après le problème c'était aussi de se dire est-ce qu'on sort le budget pour refaire tout l'appartement. Le problème c'est que t'as un trop gros budget, en plus à un moment on n'a pas spécialement la trésor et puis on n'avait pas envie de gérer encore un gros chantier, etc. Du coup on a essayé de faire une solution un peu alternative qui je pense est la bonne, c'est-à-dire qu'en fait on met un coup de propre nous-mêmes, donc un rafraîchissement. Ça permet pas de compenser 100% des trucs à refaire dans l'appartement, mais ça donne quand même un aspect vachement moins problématique. Ouais, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que déjà, bah, quand on là, avec, ce qu'on a fait, on vous montrera d'ailleurs sur les réseaux, ce qu'on a fait quand ça sera un peu plus abouti. En fait, c'est juste que déjà, effectivement, ça fait un peu plus harmonieux. De toute manière, on le sait, celui qui l'achètera, que ce soit pour de l'investissement ou de l'ARP, parce qu'en vrai, c'est un appart qui a vachement de potentiel, que ce soit pour une coloc ou pour une RP. En fait, il va devoir de toute manière faire des travaux, refaire le sol, je pense, tu vois, Non, moi mettre honnêtement, des cloisons. Moi, je pense que le si, en sol à vrai. partir du moment où on l'a refait, je pense ça sera pas la priorité. Pour moi, ça sera finir le coup de rafraîchissement, parce que par exemple, il y a des endroits où il y a du papier peint qu'on n'aura pas enlevé. Ouais, Il aura peut-être un coup dans la salle de bain et puis refaire une cuisine, surtout parce que là, pour le coup, ce qu'on a opté on pour a la viré cuisine, là. c'est qu'en fait, l'ancienne cuisine, elle était trop vétuste et trop abîmée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'enlève complètement, ce qui fait qu'au moins, celui qui visite, il sait qu'il a une cuisine à prévoir, et au moins, même lui, dans sa facture d'artisan, il aura pas le prix de la démolition de l'ancienne cuisine. Donc là, au moins, il a une pièce qui est grande, qui peut aménager comme il veut, quoi. Ouais, et du coup, bah, on se dit que c'est vrai que pour les visites, déjà, si tu vois des murs propres, un sol propre, ça permet déjà de se projeter et pas de se concentrer sur ah putain, le sol il y a un trou dedans ou je ne sais quoi. Donc, Oui. ça nous a coûté, je pense, en tout entre 5 et 600, je dirais. Ouais, c'est ça. Surtout, en fait, simplement le sol PVC qu'on va poser nous-mêmes et de la peinture. Et du coup, on espère du coup le vendre aux alentours de, je sais pas, Entre 110 et 120, là, avec ouais, le coup j'allais de dire propre. entre 110 et Donc, vous voyez, 115. des fois, avec un petit rafraîchissement à moins de 1 000 € que vous faites vous-même, vous pouvez augmenter la valeur perçue de votre bien entre 10 et 15 000 €, parce que c'est souvent le truc, en fait, naturellement, et quand on est investisseur immobilier, après, on comprend que c'est un peu à l'inverse de ça qu'il faut voir. Mais grosso modo, quand vous regardez un appartement, s'il a l'air sale et moche, c'est-à-dire que les murs sont roses, le sol est vert, des trucs comme ça, en fait, vous allez avoir tendance à vous dire waouh, cet appartement, il est pourri, il faut tout refaire, machin, etc. Alors qu'en fait, ça n'a parfois rien à voir en réalité dans un appartement, parce que c'est pas ce qui coûte cher de remettre un sol ou de repeindre les murs, c'est plutôt d'autres postes de dépenses. Et à l'inverse, si ces autres postes de dépenses qui sont plus chers, comme la cuisine ou la salle de bain, dans notre cas qu'on a décidé de pas refaire, c'est là où probablement ça coûtera un petit billet à l'acquéreur. Pour le coup, quand il va voir l'appartement, il aura un biais perçu qui sera vachement plus positif, parce que l'appartement, pour le coup, sera beaucoup plus propre, étant donné qu'on aura réglé ces points-là qui seront la couleur des murs et la vétusté du sol, quoi. Et là, on y a passé, en vrai, pour l'instant, on y a passé 2 jours. Et quand on dit 2 jours, c'est-à-dire une après-midi complète. Donc, je pense à chaque fois. On y passe 6 heures 6, 5-6 je heures. pense, Ouais, ouais. 5-6 heures à chaque fois. Et du coup, on a fini toutes les peintures. Et là, on est sur le sol. Il y a peut-être un peu de retouche peinture. Ouais, il y aura quelques retouches peinture, mais grosso Mais, modo, il nous reste moins de 2 après-midi de boulot et c'est réglé. donc, on est content, on a bien avancé. Franchement, c'était sympa. Punaise, ça j'en parle parce que vraiment c'est un peu en lien avec l'épisode. Mais cette semaine, du coup, pour cet appart, j'ai dû aller chercher des balais, du vinaigre, des trucs comme ça pour faire le nettoyage. Et j'étais à Carrefour. Et j'ai été... Julien, tu perturbes. Je suis en train de m'étouffer avec mon verre d'eau, c'est pour ça. Et du coup, bon, maintenant je fais partie de ces gens qui sont à Carrefour à 14h de l'après-midi, voire 15h de l'après-midi. Du coup, je me retrouve avec qui? Bah, les petits vieux et les autres personnes qui travaillent pas. Et j'attendais à la caisse, mais ça m'a choqué. Il y a toujours vous savez, une file, enfin une caisse prioritaire. Oh, ça va, mon ref? Je suis en train de m'étouffer, donc moi un verre d'eau. Il est comme chez lui, là. Et du coup, et je regardais, et moi j'attendais dans ma caisse, et là je vois, du coup, à la caisse prioritaire qui était celle à côté de la mienne, il y avait
une espèce de boumeuse avec un caddie rempli, mais pas super vieille, quoi. Elle devait avoir, je sais pas, même pas 60 ans, un truc comme ça. Et une jeune femme qui était enceinte derrière elle, mais genre bien enceinte, quoi. Vraiment, je pense 7 ou 8 mois. Et elle en pouvait plus, la pauvre dame. Elle avait 3 trucs dans la main. Et j'étais là, tu crois que la boumeuse, elle l'aurait laissé passer, sachant qu'elles se sont regardées un peu comme ça. Et je me suis dit, putain, ça fait vraiment de la peine, parce que la dame, elle avait, enfin, ça se voyait, elle se tenait le dos, elle avait du mal à, enfin, était à la caisse prioritaire pour être prioritaire, et cette boumeuse, je lui ai même pas laissé passer. Donc je me disais, en vrai, c'est quand même triste pour cette génération, genre vraiment. Ben c'est marrant parce que C'est le reflet de ce qui se passe pour nous, tu vois. la scène que tu m'as racontée, c'est vraiment la caricature de notre société, c'est-à-dire c'est les boomers qui ont de l'argent, qui ont le caddie plein, nous qui avons plus de thunes, donc pas grand-chose dans le caddie. En plus, forcément la dame qui était enceinte, qui avait l'air fatiguée ou un peu au bout de sa vie, c'est un peu comme ça que notre génération se voit. Et de l'autre côté, vous avez les boomers qui Vivent leur meilleure vie. ouais, vivent leur meilleure vie, n'ont même pas envie Prendre la d'aider. Et caisse encore une fois, rapide. c'est une génération qui vendrait ses enfants pour un canapé, quoi. Ouais, c'est terrible. Et juste pour finir cette partie d'introduction, j'ai eu une question cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas, souvent je vous oublie, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions, on y répond à chaque fois. Comment trouver des biens à plus de 10%? Apparemment, c'est quelque chose qui est compliqué pour pas Alors mal de personnes. Alors que souvent, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps de comment trouver. on en parle souvent, mais c'est parce que je pense que c'est facile à expliquer, c'est plus compliqué à comprendre, et encore moins à le mettre en œuvre. Mais c'est vrai que les biens 10%, vous avez deux choix. Soit vous êtes vraiment dans une zone qui est pas chère et qui est rentable, en fait. En vrai, il existe quand même des villes moyennes en France où vous ouvrez le Bon Coin, vous trouvez des biens 10%. Alors ça pas la majorité, mais vous en trouverez peut-être, je sais pas moi, 1 sur 10, 2 sur 10 peut-être qui seront à plus de 10%. Et dans les autres villes qui sont un peu plus chères, trouver du 10%, ça va demander deux grandes solutions. Vous allez avoir la première solution qui va être surtout de négocier le prix du bien. Donc ça veut dire, en fait, vous avez un bien affiché un prix, et en réalité, c'est en faisant une négociation que vous allez arriver à le faire baisser, à le payer moins cher. Donc ça, c'est déjà le premier biais qu'il faut pas sous-estimer. Et le deuxième, ça va être de trouver des optimisations que le vendeur n'aura pas trouvées. Typiquement, par exemple, il y a un garage, une cave, avec l'appartement, vous décidez de les louer à part, ça augmente un petit peu votre rentabilité. Des fois, vous pouvez gagner 1% de rentabilité comme ça. Donc un bien qui est à 8,5, 9, il passe quasiment à 10. Également, si par exemple l'ancien propriétaire il louait son T4, je sais pas, peut-être il le louait 800 € par mois, vous décidez de faire une coloc de 3 chambres et de louer chaque chambre à 350, 400 €, ça vous permet d'avoir un loyer plus gros et du coup d'être plus rentable sur votre bien. Donc voilà, en fait, il va falloir soit négocier le prix, soit voir des optimisations que le vendeur n'a pas vues. Et c'est là où est la valeur ajoutée de l'investisseur. Et après, je pense qu'il y a un peu un côté expérience aussi, de repérer les biens qui ont un potentiel de négo, ou justement ce que tu disais d'une meilleure optimisation. Alors ouais, il y a pas trop de secret, il faut faire des visites, il faut faire beaucoup, il faut voir, il faut poser des questions. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, exactement. Donc voilà, on espère que ça vous aidera. Le thème de l'épisode de cette semaine, du coup, c'est est-ce que notre génération est perdue? Je sais pas si on gardera ce titre pour les plateformes, mais c'est un bon thème, parce que c'est vrai j'ai l'impression, en tout cas, nous qui faisons partie de la génération, c'est quoi, c'est 1990, 2005, je pense, Ouais, Gen je pense Z, que non. un Alors truc comme ça. une vraie génération, c'est 20 ans, mais bon, on va dire que aujourd'hui le monde va tellement vite que je pense on parle souvent des rêves, tu vois. On se reconnaît en termes de rêves. Je pense que grosso modo, les gens qui sont nés en 1990, ils comprennent les gens qui sont nés jusqu'à 2005 à peu près. Ouais. Il y aura des petites disparités, des petites différences. Nous, on est un peu au milieu, on est né en 1997, donc ouais, je pense que nous, on doit se comprendre. Je pense jusqu'aux gens qui sont nés peut-être en 88, 87 et ouais, jusqu'en 2010. Ouais. Et c'est vrai que souvent, enfin moi en tout cas, je le vois un peu comme ça, c'est qu'on n'est pas une génération qui est bien comprise. C'est-à-dire, encore la dernière fois, on était au resto avec des proches à nous, qui sont du coup des boomers, et en fait, on essayait d'expliquer pourquoi est-ce que le Covid, ça avait tout changé pour nous, et j'ai vu une erreur 404 en face. Eux, ils étaient là, vous exagérez, c'était pas si terrible et tout. Nous, on était là. Télétravail, piscine, bronzage. Nous, on était enfermés dans un studio sans lumière. C'est ça, et on était là, même au travail, ça a tout changé. Ouais. Les gens le travail, on a trouvé que c'était 2 fois plus compliqué depuis qu'il y a eu le Covid et tout. Enfin, nous, ils nous ont quand même fait asseoir chacun à notre bureau pour manger avec le masque. Et vraiment, tu remets le masque, sinon attention. Et ça, quand j'expliquais, visiblement, ils vraiment... Genre pas qu'ils voulaient pas nous croire, mais juste ils le comprenaient pas. Ou pareil, souvent on nous dit qu'on est souvent très déprimé, tu sais, le mal-être que les gens, de notre âge ont, personne ne le comprend. Pourquoi est-ce qu'on fait pas d'enfants? Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas de maison? Pourquoi, tu vois?
pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mis au travail? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une carrière? on quitte des jobs, tu sais, sur des coups de tête et tout, genre, tu sais, quand tu dis que tu quittes un CDI, moi mes parents étaient là, et moi je suis là, non, c'est nul, on s'en va, tu vois. Et après ils sont là, oh, mais ça va pas, après t'as plein d'expériences sur ton CV, et j'étais là, et alors, qui peut me tester, tu vois. Donc on fait un petit épisode là-dessus, déjà pour rassurer ceux qui sont dans notre génération, parce qu'au final, je suis pas sûre qu'on soit une génération perdue, bien au contraire. Bien au contraire, mais en fait, je pense qu'il y a surtout des choses qui ne se comprennent pas, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit souvent que notre génération qu'elle est paresseuse, qu'on veut pas Oui, bosser, qu'on veut pas travailler, ça j'entends souvent aussi. qu'on veut un monde qui est pas celui-là et qu'en fait, du coup, c'est pour ça qu'il est pas adapté à nous, etc. Et en fait, ça on peut l'entendre à la fois des générations plus âgées que nous, soit même des fois des gens dans notre génération. Combien de fois j'ai entendu un pote me dire non mais franchement, on est une génération perdue, personne se bouge, personne fait rien, tout le monde est sur les réseaux sociaux, sur Netflix, etc. Donc c'est des biais qu'en réalité quasiment tout le monde partage. Et c'est vrai que moi souvent je suis pas du tout d'accord, au contraire, parce que en fait il y a des choses qui expliquent pourquoi on en est là, et surtout il y a des opportunités et on voit des choses dans notre génération qu'on voit tout simplement pas dans la génération d'avant, quoi. Pourquoi déjà est-ce qu'on est une génération qui galère un peu plus? Je pense que déjà le contexte, pour ceux qui sont peut-être pas de notre génération, peut-être pour le comprendre peut-être un peu mieux, je pense. Et après, je pense que tous ceux qui auront notre âge, ils savent déjà pourquoi est-ce que ça va pas trop. Bah déjà, je pense que économiquement, c'est pas fou, avec un monde du travail qui est vraiment bancal. Et je pense que ça choque tout le monde en fait. Dès que tu commences à travailler, même t'as fait 5 ans d'études. Imaginons, pour la plupart, ou entre 3 et 5 ans d'études. Généralement, on fait tous des études déjà, alors que... Non, pas du tout. Tu trouves pas? Non, ça je suis pas d'accord. Dans notre génération, enfin, on fait plus Bah, d'études moi, que je dans trouve les qu'on fait plus générations. d'études que les autres. Bah, dans notre entourage, peut-être, mais tu regardes réellement les chiffres, par exemple, ceux qui sont nés en 1997, aujourd'hui, tu dois en avoir quoi? Tu dois en avoir genre 90% ou 95% qui ont eu le bac, peut-être, et après, tu dois en avoir, peut-être, allez, 50% qui ont un diplôme supérieur à bac+2. Bah, moi, j'ai l'impression que on a tous été poussés vers les études. Alors après, est-ce que tout le monde est diplômé? Peut-être pas. Poussé par les études, ça oui, Mais parce que c'est poussé par les l'éducation nationale études, qui fonctionne moi comme ça. j'ai quand même l'impression que tout le monde commence un cursus. Alors est-ce qu'il le finit, je sais pas. J'ai surtout l'impression aussi que souvent tout le monde change un petit peu d'études au cours des premières années parce que réorientation, parce C'est vrai que que beaucoup perdent du temps dans les études, ça il par me semble, contre, c'est ouais. sûr. Mais c'est vrai que je pense que le taux de diplôme dans notre génération, alors il est plus élevé parce que c'est vrai qu'il augmente un petit peu, mais pour moi, on n'est pas du tout tous diplômés, bien au contraire. En réalité, t'as beaucoup de gens qui ont pas de diplôme et qui, justement, ont pu être un peu dégoûtés des études. Et le problème, c'est que ça t'implique aussi un biais d'être dégoûté de la formation, du style, avant, tu pouvais avoir le truc de, par exemple, je commençais à bosser à 16 ans, puis au final, je reprenais des études plus tard, je passais sur un autre job, je faisais de la formation professionnelle, etc. Là, nous, on a tellement le cursus d'en gros te dire tu fais tes études et après tu travailleras, que si jamais ça se passe pas bien dans tes études, tu fasses une croix dessus pour le reste de ta vie. Bah alors du coup, bon, moi j'avais une idée quand même que par rapport aux autres générations, il y a quand même une majorité qui commence à travailler, tu vois, après 20 ans. Après justement les études, ou après avoir vivoté, ou après, tu vois. Ça, par contre, c'est sûr que t'as beaucoup plus de précarité, t'as un chômage des jeunes, alors qui est moins élevé en 2025 qu'il l'était, par exemple, quand nous on a eu 18 ans en 2015. Et ça, tu prends un coup de vieux là. Donc c'est vrai qu'à l'époque c'était plus compliqué pour un jeune de trouver le monde du travail, fonctionnait un peu différemment. Je pense aussi qu'aujourd'hui t'as moins de jeunes qui cherchent des tafs. Enfin, je pense que Je pense aussi. je pense pas qu'il y a plus d'emplois pour les jeunes. Je pense surtout qu'il y a moins de jeunes qui cherchent des tafs. C'est plutôt ça la réalité. T'as le problème que le CDI ne protège plus autant qu'avant. Tu vois, la génération de nos parents, ils se disaient vas-y, moi je trouve mon taf, je pourrais y rester toute ma vie, plus de problème. Nous en fait, depuis qu'on grandit, depuis qu'on est tout petit, on voit des fermetures d'usines, des faillites d'entreprises, machin. On voit des gens, tu sais, on voit un peu la génération de nos parents qui, je sais pas moi, ça faisait 20-25 ans qui travaillent dans une boîte, du jour au lendemain la boîte elle délocalise ou elle fait faillite tout simplement, et t'as ces pauvres gens à la télé qui te disent qu'en fait ils perdent leur emploi, qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. Du coup, nous dans notre tête ça nous a quand même fait un truc de finalement ton taf en fait tu peux le perdre du jour au lendemain, donc à un moment donné c'est vrai qu'il y a plus faut pas s'accrocher. Il y a pas cette loyauté, il y a pas cette loyauté envers les entreprises, je pense, tu vois. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai passé des entretiens et que c'était des personnes de plus de 45 ans, genre eux ils se projettent vachement, toi qui restes plusieurs années, moi je suis là, oula. Déjà si on se projette la première année, c'est déjà bien, tu vois. Déjà faisons notre période d'essai, on verra bien comment ça se passe, tu vois, ça contrôle un peu, mais c'est quasiment ça. Alors que par exemple, c'est vrai que nous, la génération de nos parents, sont très très fidèles à leur employeur, même si ça se passe pas bien, même si c'est pas les REM qu'ils veulent, même si c'est pas l'équilibre vie pro, vie perso qu'ils veulent, ils y restent. Donc c'est vrai que ça déjà ça fait une différence, et surtout quand on est obligé de travailler avec eux.
Parce que moi, vraiment, la plus grosse fracture au travail, j'avais l'impression que c'était avec la génération qui est vraiment plus âgée, celle de mes parents, où encore une fois, on se comprend pas, tu vois. Et combien de fois, moi par exemple, en tout, j'ai eu 4 entreprises, je crois. Et c'est vrai que sur le dernier, les dernières embauches que j'avais faites, on m'avait dit, ouais, vous avez quand même pas mal d'entreprises. Ouais, j'étais là, ouais, vous avez 60 ans, enfin, j'étais là, c'est normal, en fait, quand ça va Ouais, pas, on change. on change, en fait. Donc, ouais. Et je pense surtout qu'aussi les salaires stagnent vachement et on a un coût de vie qui est assommant. Vraiment. D'ailleurs, avec un SMIC, je sais pas trop comment ils font ceux qui touchent un SMIC parce que entre se loger, ça coûte excessivement cher et j'ai l'impression qu'il y a aucun territoire en France qui est épargné par les logements chers ou Alors si, difficiles d'accès. t'as en dehors des grandes villes où tu peux encore trouver un T2 à Bah, 400 euros, t'as tu la vois. diagonale du vide, mais en fait, il faut un bassin économique quand même. Tu vois, est-ce que Oui, le si problème tu c'est que vois? c'est ça, c'est trouver un emploi. On est Voilà, d'accord. trouver un emploi donc et après les courses, là encore les courses, j'en parlais avec une copine, bah, moi j'ai encore des prix avant Covid, le cornichon, je le sors à chaque fois, mais c'était 3,17 € le gros pot et maintenant je crois qu'on est à 4,25 €, un truc comme ça. Enfin, il y Ouais, a ouais, plein de complètement. produits comme ça Mais le qui ont problème, c'est augmenté. ça, on en avait parlé dans un podcast où j'avais parlé de je crois on en avait parlé tous les deux. Enfin, toi, ton salaire avait Mmh. beaucoup augmenté entre t'avais commencé à travailler et la fin. Et moi, en réalité, mon salaire avait pas tant Ah non, tu augmenté pas parce que bougé toi, j'avais ouais. été un gros poste. Alors, il avait quand même augmenté. J'avais peut-être augmenté de, je sais pas, 300, 400 euros de plus par mois. Le truc, c'est l'inflation était telle ces dernières années que pour les coups, j'avais l'impression d'avoir un moins gros pouvoir d'achat, avec l'augmentation de mon salaire à la fin que ce que j'en avais au début. Et c'est vrai que, malgré toutes les chiffres économiques qu'ils peuvent vous donner, qui sont pipotés, les chiffres de l'inflation de l'INSEE, l'inflation elle est pas du tout à ce niveau-là, sans compter l'inflation perçue, parce qu'en fait dans l'inflation ils vont vous mettre plein de trucs. Le premier exemple de l'inflation, c'est les voitures d'occasion. Les voitures d'occasion ne sont Ouais. pas prévues dans le calcul du coût de l'inflation. Et c'est vrai que moi je me souviens quand j'ai eu 18 ans en 2015, tu trouves encore une bonne voiture en gros tu trouvais une bonne voiture pour 3 000 € quand tu venais d'avoir ton permis. Là aujourd'hui à 3 000 € t'as une merguez quoi. C'est-à-dire que tu dois mettre 6 000 balles pour avoir une bonne voiture Oui, c'est ça, parce que ouais. t'as une raréfaction des voitures d'occasion du fait que Bah, ils les réduisent le voitures chères, les voitures neuves sont très chères, plus il y en a moins, tout ouais, simplement. ils réduisent le parc en fait, bah, ils mettent beaucoup de malus écologiques et cetera et puis ils préfèrent du coup les électriques ou les semi-électriques là, comment on appelle Tout, ça? Les hybrides, c'est voilà. ça, tout à fait. Puis en plus, Hybrides, t'as un bon, t'as un coût de l'immobilier qui est hyper élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on te parle de t'endetter sur 30 ans si tu veux acheter une maison. Après, en France, bon, on a la chance d'avoir des taux qui sont pas trop élevés. En général, la banque va vous faire vous endetter sur 20 ou 25. Mais il y a des pays, par exemple en Suisse, où tu peux t'endetter sur 35, voire sur 40 ans tellement c'est cher, tu vois. ah mais le Et, prix surtout, le prix au mètre mais carré, c'est ce c'est que je dis, c'est l'endettement, il est dû ah il est ouais. dû au prix. Et après, va y avoir aussi le problème, et ça c'est un truc que ressent vraiment notre génération, c'est le poids de l'inflation et des dettes de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, de un, tu perds en pouvoir d'achat, tes impôts ne font sans cesse qu'augmenter, et en fait, tu te rends compte surtout que tu payes beaucoup de choses auxquelles Tu qui ne pas te le servent à oui, rien, qui que t'as sert pas pas, ouais. d'utilité. Aujourd'hui, les deux plus grosses dépenses de l'État, si on prend vraiment tous les prélèvements obligatoires, c'est la santé et les retraites, sachant que la santé, ceux qui les utilisent le plus, ce sont justement les boomers qui ont des problèmes de santé. Enfin, il suffit de le voir, c'est normal, quand t'es en début de vie, t'as la chance normalement d'être en bonne santé, hors rare exception. Les boomers, je pense qu'il y en a 2 sur 3 qui ont des problèmes de santé. Je dis pas que c'est anormal, je dis pas qu'il faut leur couper les vivres, mais je dis juste que Ça, non. à un moment donné, t'es jeune, tu payes beaucoup d'impôts et tu te rends compte qu'en Mmh. fait, tu ne le reçois pas, et surtout en plus tu vois bien que l'équation est pas bonne et que toi quand tu seras à leur place t'auras pas droit à la même chose, tu vois. Donc en fait t'es là en mode bah vraiment je m'appelle pas Mère Teresa quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas, c'est une impression que j'ai générationnelle, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens se projettent pas aussi loin, tu vois? Genre, par exemple, je sais que mes parents, longtemps, la retraite, c'est quelque chose qu'ils avaient en tête, tu vois? De travailler pour toucher une retraite après. Là, on prend un mec de 25 ans, la retraite, il est là, bon, je sais Ouais. pas, pareil pour les enfants, acheter une maison, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui sont très incertaines. Je pense que tout le monde se projette plus ou moins à horizon 3-4 ans et après, Ouais, et one life, tu vois? je suis assez d'accord parce que du coup après ça met aussi là encore une autre déconnexion entre notre génération et la génération d'avant, c'est que quand tu te projettes plus dans la retraite, ben tu vois typiquement nos parents, ils sont sur maretraite.gouv en train de calculer combien il leur reste de trimestres, Ouais. essayer d'estimer combien ils vont avoir de retraite à la fin. Nous comme on est parti du principe que de toute façon la retraite on n'y en aura pas, enfin franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un
de moins de 30 ans qui pensait qu'il aurait une retraite qui vaudrait quelque chose, tu vois. Et ben forcément, on est en mode, bah écoute, si je travaille pas pendant 2 ans et que du coup, bah, je valide pas de trimestre ou que ça pénalise ma retraite, franchement, je m'en fous parce que je sais que je la toucherai pas. Donc c'est vrai que là encore, d'un point de vue de la carrière professionnelle, ça change beaucoup. Nous, on est prêt à avoir des trous, on s'en fout un petit peu, alors que les générations d'avant, ils voulaient pas de trous parce qu'ils veulent pouvoir partir à l'âge légal, ils veulent pouvoir avoir le max du taux plein, etc. C'est vrai que c'est des conditions un peu pas de vie, mais des perspectives qui sont vachement différentes. D'ailleurs, j'ai l'impression que dès qu'on peut avoir un trou, tu sais, où on travaille pas, j'ai l'impression que tout le monde le prend, ce trou-là, tu vois. Personne ne retrouve un job direct. Oui. Tout le monde prend la petite pause qui fait du bien et voilà. Après ça, tu vois, il y a encore un truc, c'est vrai qu'on a une aversion au travail. Je pense pas parce qu'on est fainéant, loin de là. Je pense que la première source de manque d'envie d'aller au travail de notre génération, c'est les salaires. Je pense que tout simplement, Ouais, c'est c'est 2 pas fois assez plus élevé, payé, en fait. c'est beaucoup mieux. Moi, je le vois. Souvent, c'est le bon exemple, c'est des potes qui étaient pas les premiers à vouloir forcément aller bosser quand ils étaient en France. Ils partent à l'étranger, ils gagnent 2-3 fois ce qu'ils gagnent en France. Bizarrement, ça leur gêne pas de faire du 8h à 20h tous les jours, tu vois. Et après, t'as également l'autre problème. Ça, c'est un peu plus, ça c'est quelque chose qui peut pas forcément être acheté encore. C'est vrai que si t'es mieux payé, t'es plus à même de l'accepter, mais c'est le fait qu'on a tous des bullshit jobs, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit tu vas Alors, avoir des emplois qui sont un peu sympas avec peut-être pas, mais... avec une utilité sociale. Le problème, c'est que tu seras mal payé. Je sais pas, tu peux avoir, je sais pas, dans la santé, dans le médico-social, même Bah, aujourd'hui. tu vois, je sais pas si un médecin, par exemple, il trouve que c'est un bullshit job, tu vois. Ouais, mais médecin, c'est une élite. T'as Ouais. combien de Ouais, en médecins fait, en c'est vrai France? que, ouais, c'est une Ce que je élite, veux ouais. dire, oui, c'est comme, je sais pas, c'est comme si t'es avocat, si t'es juge, allez, c'est des métiers où t'es tellement bien payé, qui ont quand même un certain sens, une utilité sociale. Mais franchement, même un métier de policier aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup d'utilité sociale et t'es mal payé quand t'es policier. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, tu le perçois comme en étant mal payé. Donc, ça fait un vrai problème. C'est un problème de sens, en fait, effectivement. Et je pense que ça, c'est une grosse valeur de notre génération, c'est que si ça a pas de sens, ça va pas. Tu vois, faut vraiment trouver quelque chose de sens, qui a du sens. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, dans notre entourage, j'ai jamais vu des gens aussi motivés que ceux qui trouvaient qu'il y avait un sens à leur job, tu vois. Boulot, c'est sûr. Vraiment. Et c'est fou parce que du coup, alors qu'ils sont pas très travailleurs déjà de base, mais alors une fois qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient et ce qui leur donnait du sens, fusée en fait. Donc c'est pas un problème de volonté de travail, je pense. C'est juste de trouver ce qui... Ouais. Mais ça vient aussi fait le moteur. des injonctions contradictoires. Tu vois, c'est qu'en permanence, notre génération, on nous dit, ouais, tu dois travailler dur, mais attention, faut pas trop que tu t'épuises quand même. Du coup, t'es là en mode, attends, je travaille pas beaucoup, qu'est-ce que je fais? Tu vas aussi avoir le fait de, c'est bien d'être ambitieux, mais bon, reste humble, cache-le un peu. Donc, t'es là en mode, bah, en fait, si je veux monter vite, si je veux progresser dans l'entreprise, si je veux une belle carrière, en fait, je dois pas le dire. Du coup, en fait, si je le dis pas, on va penser que j'en ai pas envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On arrive à des non-sens où c'est en plus difficile de se dire, ok, bah, en fait, quelle est ma place? Ou simplement de se dire, bah, attends, ça tourne à l'envers, tu vois, je comprends pas ce que je dois faire, tu vois. Ouais. Et mais par contre, moi je trouve qu'il y a quand même si le contexte de base est pas fou, il y a quand même quelques opportunités quand même dans notre génération. Déjà, je pense qu'on réécrit un peu les règles du travail. Oui, complètement. Tu vois, c'est là où la salle taisez-vous, boomer. on a Il est 17h, je pars. non, mais je veux dire, on a arrêté un peu la partie ouin de Ouais, notre voilà, épisode. Je pense que ces constats-là, vous les aurez quasiment tous avec nous et ça sert à rien de plus les étayer. Mais là où par contre, nous, on n'est pas d'accord et qu'on pense au contraire que on est une génération qui a alors une chance, en tout cas qui a une opportunité à saisir. Ouais, je On parlera pense. peut-être pas de chance, mais on va parler d'opportunité et qui en réalité fait des trucs de ouf. C'est effectivement grâce au digital. Enfin, je veux dire, il y a des nouveaux métiers, tu peux gagner de l'argent autrement. Aujourd'hui, tu peux être freelance, tu vois. C'est vrai que c'était un peu le problème pour la génération de nos parents, c'est qu'en fait, c'était mal vu de dire que t'avais pas envie d'avoir de patron, tu vois. Alors que vraiment, dans notre génération, c'est vachement accepté. Il y a plein de gens qui ont pas de patron. Et le premier biais pour ne pas avoir de patron, c'est que tu fais un métier en freelance, tu vois. Même si en soi, il y a 20 ans, ça aurait été un métier où tu aurais été salarié, aujourd'hui t'es freelance. Mais parce que je pense qu'avant ça avait pas trop de sens d'être freelance parce que c'était très physique, tu sais, tu te déplaces et tout. Maintenant il y a plus besoin de se déplacer, en fait t'es sur les réseaux, tu vois, t'as de la visibilité sur le digital et ça en vrai c'est vrai que c'est une giga opportunité parce qu'au final t'as pas besoin de te déplacer. D'ailleurs les gens ne veulent plus qu'on vienne les voir. Tu vois, tu gères tout depuis l'ordi et c'est vrai que déjà pour toi qui travaille, c'est un luxe. Et de l'autre côté, ça permet aussi de voir l'étendue du marché. Enfin, je trouve que c'est vachement plus simple comme ça, tu vois. Nous, on crée notre entreprise 100% en ligne. Il y a 20 ans, c'était pas possible.
Bon, je sais pas comment on aurait fait. On n'aurait pas eu ce métier, je pense, du coup, Bah ouais, mais on n'aurait pas eu ce métier parce que rien que par le biais de la télécommunication, il y a 20 ans, enfin moi je me souviens, il y a 20 ans, on en était, tu te souviens, on avait du coup 7-8 ans. Moi je me souviens que ma sœur qui vivait pas avec nous à l'époque, des fois on faisait des webcams sur MSM et MSN, pas MS, MSM. MSN, ouais. MSN, Et ouais. tu te souviens que la qualité de la webcam s'était éclatée Ah au oui, oui, sol, le c'était son était pas pixelisé de bon, ouf, ouais. t'avais du délai, ça frisait, etc. S'il pleuvait, c'était mort, impossible de faire une webcam, et ça c'était il y a 20 ans, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as des possibilités. Aujourd'hui tu peux faire des conf calls en visio à 100 personnes avec la fibre, etc. Ça passe sans souci. Tu peux projeter des trucs. Tu peux aujourd'hui avec des outils comme ChatGPT, enfin je veux dire, t'as plus besoin d'avoir un stagiaire, un assistant qui te fait tes présentations. La dernière fois que j'ai eu besoin de faire une présentation, franchement ChatGPT me l'a fait en 15 minutes. Je l'aurais fait moi-même, je pense que j'aurais mis 1 heure et demie, tu vois. Donc c'est des gains de temps de fou. Et je trouve que du coup, ça ouvre tout un tas de métiers connexes qui pouvaient ne pas exister avant. En fait, tu peux vendre tout un tas de Ouais. trucs. Genre, bon, petite anecdote, mais moi, j'ai acheté un atelier en ligne pour faire du pain. Ah, tu vois, enfin, c'est des trucs, on peut penser que c'est, enfin, ça se vend, quoi. Comme quoi, à chaque fois, il y a un marché qui se recrée avec des gens qui veulent Ouais. et en vrai, c'est fou, ça crée plein d'opportunités, Et tu vois, effectivement. c'est Robert Kiyosaki. Après, il a dit plus récemment que quand il avait écrit Père riche, Père pauvre, mais il avait écrit que le business de la formation serait une des plus grosses niches en termes de croissance dans l'économie du XXIe siècle. Et je suis assez d'accord avec lui. Ça rejoint un peu notre génération qui ne fait plus qu'un seul métier, qui en fait plusieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde aime se former à plein de choses. Et même si des fois tu vas te former à des choses que derrière tu n'utiliseras pas, certes, il y a un petit côté divertissement, et je pense que c'est peut-être ça qui s'arrêtera en premier dans les formations aujourd'hui. Je trouve que les formations qu'on trouve en ligne, c'est beaucoup de divertissement et parfois pas assez vraiment de contenu professionnalisant. Mais de plus en plus, je pense que notre génération va aimer se former en ligne, et d'ailleurs même les générations d'avant le font aussi maintenant. Mm. Il y a pas que la nôtre qui fait ça, mais c'est ça aussi qui permettra d'avoir plusieurs carrières, plusieurs vies, plusieurs postes, plusieurs activités, plusieurs métiers. Le fait qu'aujourd'hui on peut se former facilement et qu'on n'ait plus besoin d'aller sur les bancs d'une école, de s'inscrire, d'attendre la rentrée de Mais septembre. oui, oh mon Et, Dieu, ça, et mais... c'est vrai que ça, pour le coup, c'est quelque chose où les générations d'avant ne comprennent pas, parce qu'on se dit non, mais si tu veux un diplôme, il faut avoir galéré, il faut avoir passé des examens compliqués, de choses qui ne te serviront jamais dans ton métier, mais qu'on t'aura fait apprendre à la fac ou dans ton école hyper cher. Alors qu'aujourd'hui, tu prends vraiment une formation 100% professionnalisante avec un mec qui a complètement revisité ce métier et qui te donne toutes les clés pour en tout cas être quasiment opérationnel. Après, il y a de l'expérience. De toute manière, jamais aucune formation ne vous l'apprendra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la formation est hyper poussé, et notre génération l'embrasse grandement. grandement. Et franchement, c'est ça, je pense aussi que la génération d'avant n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que je pense que pas grand monde de notre génération se voit avec un seul métier, tu vois. Genre, on fait tous une formation de base. Je pense que c'est bien quand même de faire des études. Pour ceux qui ont l'occasion de le faire, les moyens de le faire, je pense que c'est bien parce qu'au niveau de la réflexion, de prendre du recul, etc., c'est vrai que ça donne des bonnes bases. Mais après, faites ce que vous avez envie de faire et soyez créatifs pour pouvoir le vendre. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est fou quand même. Alors qu'avant, vraiment, tu faisais... Bon, mon papy, il a vendu des pneus toute sa vie, quoi. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est nul ou que c'est pas ou quoi, mais juste c'est vrai que enfin faut le vouloir quand même faire la même chose, sachant que je trouve que plus tu vieillis, plus tu vois ta personnalité se forge un peu, tu vois, on n'a pas les mêmes goûts à 18 qu'à 30, à 30 on n'aura pas les mêmes ambitions qu'à 40, tu vois, je pense que par tranche de 10 ans, t'évolues, tes goûts évoluent, tes ambitions évoluent et changer de métier en vrai ça fait partie du truc, tu vois. Ouais, en plus, je trouve aussi qu'une des chances de notre génération, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es plus vraiment limité à un seul endroit. C'est vrai que les générations d'avant, souvent, déjà déménager dans un seul pays, c'était plus rare. Mais alors, vivre entre plusieurs pays au cours d'une même vie, ça l'était Pour ceux qui encore ont les plus. moyens, c'est vrai que ça c'est génial. Mais même pas en termes de moyens. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est diplômé et qui parle bien anglais, il peut travailler à l'étranger, même s'il reviendra à un moment donné, il peut travailler dans plusieurs pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là quand je te parle de voyager, c'est pas que le fait de partir en vacances. Pas nomade, tu parlais pas du nomadisme ou un truc comme ça? Si, tu peux mettre ceux qui ont des business en ligne, etc., qui vivent à l'étranger possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi une génération qui a plus facile à se dire, ok, écoute, je vais être serveur en Australie pendant 2 ans et après je verrai ce que je fais, tu vois. Ou de se dire vas-y, la dernière fois je voyais un profil sur une chaîne YouTube qui parlait de patrimoine, et le gars il avait été cuisinier dans une mine au Canada, tu vois.
enfin, pour trouver ce poste-là, il faut Internet. Enfin, je veux dire, il y a 20 ou 30 ans, à part d'être un giga aventurier, tu trouvais pas ce genre de poste. Et du coup, il gagnait 4 500 $ canadiens en travaillant dans la mine, quoi. C'est fou ça. Et pareil, je pense qu'aussi une grosse opportunité que notre génération est là et peut-être pas celle d'avant, c'est que en fait l'investissement il est partout, tu vois. Enfin en tout cas il est beaucoup plus accessible et moi je suis convaincue que les cryptos c'est notre chance, tu vois. Ça pour le coup le développement de la blockchain, je trouve que c'est un truc de zinzin et je pense qu'il faut l'embrasser assez rapidement ou du moins le plus tôt possible. Ouais, comme tu dis, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'investissement et au marché financier a jamais été aussi facile. Et avant, il était vraiment réservé à une élite. La plupart du temps, ils c'était étaient une avec élite qui avait de leur ticket, l'argent là. parce qu'en fait, tu devais passer par des intermédiaires qui se rinçaient bien sur toi. Par exemple, il y avait, à l'époque de nos grands-parents, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait des bons porteurs. C'est-à-dire que vous pouvais acheter des bons d'obligations, des bons d'actions, etc., directement à ta banque, que tu gardais, qui étaient non nominatifs, que tu devais après rapporter 5 ans après pour avoir le paiement comptant de tes intérêts, etc. Ça, c'est des choses qui existent plus du tout. Je me souviens, les premiers boursicouteurs dans les années 90-2000, ils étaient sur le Minitel, tu vois, même avant que Internet soit plus développé en France. Mais bon, ça restait cher, ça restait pas toujours hyper simple là aujourd'hui. Mais franchement, tu peux avoir ton application de bourse sur ton téléphone en 3 clics. Pareil pour tes cryptos, tu peux regarder ça en permanence. Ouais, tout est accessible. T'as plein d'outils, c'est hyper accessible. T'as plein de choses qui peuvent te permettre de les analyser, de te former sur le sujet. Donc vraiment, c'est ça qui est top et c'est ça que tu pouvais pas faire avant. Et c'était vraiment réservé à une élite qui avait les moyens de se payer des conseillers, des gestionnaires de fonds, des family office qui s'occupaient de ça pour eux. Aujourd'hui, tu peux être ton propre family office de chez toi dès que tu as un peu de patrimoine et que tu décides d'y consacrer du temps. Et ça, c'est vrai que c'est une chance qu'à notre génération, je pense, et qu'il faut absolument saisir. C'est le fait de prendre ses finances personnelles en main, parce que peut-être que la génération de nos parents, c'était plus compliqué pour eux de le faire, à part simplement de savoir épargner. Mais nous, pour le coup, l'investissement, ça doit être quelque chose d'incontournable. Après, je pense que c'est un peu controversé comme vision parce que, par exemple, nous, le prix de l'immobilier est très cher, mais en réalité, l'accès au financement est, je pense, plus simple qu'avant parce que les taux sont très bas. Au final, j'ai l'impression que les taux sont hauts. Moi, je crois que mes grands-parents, ils ont acheté leur maison avec un taux à 13%. Ouais, c'est possible. Et après... Alors, ok, le montant, le capital était pas énorme, mais le financement, c'était pas aussi facile que maintenant. Et alors, même si l'immobilier, ça a ses inconvénients par rapport à avant, ou du moins il y a des points négatifs par rapport à avant, on a quand même une chance de lever de la dette assez facilement. D'ailleurs, nous, tous nos élèves, ils lèvent de la dette, donc c'est que c'est faisable en fait. À partir du moment que vous avez un CDI ou un an de bilan, souvent la première banque va dire oui. Après, des fois, quand vous avez un dossier un peu particulier, vous devez aller voir plusieurs banques. Et ça aussi, c'est grâce à Internet que maintenant, tu peux facilement trouver où est-ce qu'il y a une agence, prendre rendez-vous en ligne. T'es parfois même plus obligé de te déplacer pour aller voir ton banquier. Tout ça, c'est des avantages que moi, je regardais encore. Je sais plus s'il y a encore une chaîne YouTube ou s'il y a encore des vidéos. Je crois qu'il s'appelle Grimm sur YouTube. C'est un boomer qui avait fait de l'immobilier à Paris dans les années 80. Tu vois, et qui était devenu giga rentier. En fait, il a fait un peu ce qu'on a fait, mais dans les années 80, tu vois. Et sauf que lui, du coup, je m'étais demandé, mais attends, comment il a fait? Parce que, enfin, faut le dire, nous, notre première source pour trouver des biens, ça a été le Bon Coin. Enfin, je veux dire, en gros, si on n'avait pas eu Internet pour faire de l'immobilier, ça aurait été. Ah, mais oui, avant, comment compliqué. tu faisais? Tu regardais les annonces sur les agences? Exactement, il allait, en fait, t'allais chez ton buraliste, et chez ton buraliste, en fait, t'avais des endroits où les gens laissaient leurs annonces, donc, tu payais, en fait, donc tu fallait, je sais plus, en gros, c'est un peu comme tu vois, le journal officiel pour les publications des greffes. Ouais. Bah, à l'époque, les gens s'en servaient pour mettre des annonces immobilières. Du coup, il fallait aller chez le buraliste, demander le journal. T'avais une description comme ça, du coup, sur, enfin, toute petite, en quelques lignes tu prends le numéro, t'appelles, en fait. Tu prenais le numéro, bien sûr, c'était un numéro fixe, t'avais peut-être pas la personne qui te répondait, ou alors fallait te déplacer, aller sonner chez la personne. C'était comme ça que tu trouvais des bonnes affaires à l'époque. Et pareil pour les banques. Le problème, c'est qu'en plus, les banques, à l'époque, bah, c'est vraiment, tu connaissais une banque qui voulait bien te financer, mais tu pouvais pas commencer à te dire, bah, attends, vas-y, je tape banque sur Google Maps et je commence à regarder toutes les banques autour de chez moi, tu vois. Et puis, ouais. Donc c'est vrai que ça en soi c'est une chance. C'est des trucs où on se rend pas compte, mais c'est vrai que pour le coup, certes, ça parle beaucoup d'investissement immobilier, nous on en parle tout le temps sur le podcast, ça a vraiment été une grande clé pour nous. Vraiment, je pense qu'on aurait dû le faire il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été autrement plus compliqué. Après, par exemple, je trouve aussi qu'il y a un changement de mindset. Alors, je veux pas généraliser à tout le monde parce que c'est pas vrai, mais je pense que pour les moins déprimés et ceux qui ont eu de la chance aussi de vivre, enfin,
d'être dans une classe sociale qui le permet. J'ai l'impression que le mindset investissement, au-delà de garder un job toute sa vie, j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus récurrent, tu vois? J'ai l'impression que tout le monde se pose au bout d'un moment la question de, «En vrai, ce bordel, ça va pas durer trop longtemps, il faut que je trouve une solution pour, faire autre chose», tu vois? Ou avoir une espèce de sécurité, même si ça va jamais au point de enfin, ça va pas souvent au point de d'acheter, je ne sais pas combien de lots et de ne vivre que de ça, mais juste de se sécuriser un petit peu en achetant sa RP, en achetant un investissement locatif, en mettant des sous en crypto. J'ai l'impression que le mindset, il change quand même assez par rapport à la génération d'avant. Mais je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est là où on voit des giga profils dans notre génération qui font des trucs de fou. C'est que, en fait, on a le choix de se poser cette question, de se dire, OK, en fait, je vais être à l'aise avec ma vie, avec mes choix, avec ce que j'ai envie de faire. Soit voilà, je reste dans mon taf, j'aurai peut-être un petit side business à côté, un peu d'immobilier, je vais un peu investir, mais c'est pas vraiment mon objectif de vouloir quitter mon job ou forcément vouloir créer une entreprise ou quoi. En fait, je serai à l'aise avec ça parce qu'au moins je serai en CDI, je serai à peu près serein ou dans le pire des cas, je retrouverai un job plus tard. Mais au moins, je sais que financièrement, je vivrai confortablement. Ou alors tu te dis, OK, moi ça me plaît pas du tout d'avoir un patron, ça me plaît pas du tout d'avoir un CDI, je me vois pas bien là-dedans, mon job c'est nul, je veux pouvoir créer des choses, je veux pouvoir vivre des expériences. Certes, ça va être des problèmes, ça va me prendre du temps, mais pour le coup, je suis prêt à m'y confronter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que notre génération, je trouve, est prête à faire. Et c'est vrai que je pense que tu as un taux de jeunes entrepreneurs qui est beaucoup plus élevé que dans les générations d'avant. Je pense que, en vrai, tu prends la génération de nos parents, c'est rare de trouver quelqu'un. Tu as beaucoup de chefs d'entreprise, mais c'est rare d'en trouver qui ont vraiment, je sais pas, lancé une boîte à 20 ans. La plupart du temps, ils ont lancé des boîtes entre 20 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans, pardon, je veux dire. Quand ils ont eu les enfants, ils ont déjà fait une première vie. J'ai l'impression que souvent, enfin, en tout cas, moi, les clients que j'avais, c'était un peu ça. Ils ont fait une première vie, salariat, expérience, famille, tout ça. Une fois que les mioches sont dégagés, c'est là où ils se disent bon vas-y c'est le moment ou jamais de lancer un truc. Je vais pas rester avec Bobonne à la maison, du coup c'est bon, je rachète une boîte et je crée ma boîte. On est affreux, mais moi c'est à chaque fois le sentiment que j'avais et c'est vrai que du coup on a une nouvelle génération d'entrepreneurs et je trouve ça vraiment bien. Et c'est parce que même s'ils réussissent pas tous, même si attention, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, on n'est pas en train de vous dire que le premier mec qui vous dit qu'il a 20 ans. Tout ne fonctionne pas du premier coup, tu vois, mais tu réessayes, tu vois, tu refais. Ouais, c'est ça, le fait de voir des gens qui essayent, etc., de un, c'est inspirant, et de deux, ouais, je veux dire, ça montre aussi un certain changement de paradigme. Moi, je pense que les très grandes entreprises qui ont des milliers, voire des centaines de milliers de salariés, je pense que petit à petit, ça va être amené à diminuer. Je pense qu'il y en aura, alors, bien sûr, les géants resteront, mais je pense qu'ils auront peut-être moins de salariés qu'aujourd'hui du fait de l'IA, de l'automatisation, de la robotisation. En fait, ouais, tout simplement. Et par contre, je pense qu'il y aura beaucoup plus de petits entrepreneurs qui auront leur valeur ajoutée, surtout dans l'IA, dans le digital. Déjà, tout ce qui est manuel, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même, parce que là, il y avait beaucoup de métiers du tertiaire qui sont remplacés au fur et à mesure par la technologie. Oui. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont fait un peu de tertiaire et en fait, ils se sont dit, non, genre pas pour moi, je repars sur quelque chose d'artisanat, de manuel, etc. Et ça, souvent t'es pas salarié, tu vois, genre ou t'es salarié 2 premières années, après tu te mets à ton compte et ça roule, tu vois. Donc ouais. Ah, c'est d'accord avec ça. Tu vas aussi avoir le truc de comment tu t'adaptes quand tu es dans notre génération pour que tu tires parti un peu de tout ça et que tu te dises vas-y c'est bon, ok, maintenant j'arrête de chouiner et je passe un peu à l'action. Ce que j'allais dire, c'est que déjà on arrête de chouiner, on est tous d'accord sur le constat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il faut... Moi, je vous dis toujours, c'est qu'il faut prendre ses cartes et jouer avec ses cartes, en fait. Et surtout, il faut faire quelque chose. Faut pas attendre. Il y a une tendance en ce moment sur les réseaux, c'est j'ai voulu m'asseoir 30 secondes et au final, il s'est assis 20 ans, tu vois. Ah oui, ouais. Et je crois que c'est Bref ou un truc comme ça. Et effectivement, on est tous d'accord sur le constat. Je pense que voilà, il y a pas trop à dire de plus, mais par contre, il y a beaucoup de choses à faire et il faut y aller. Je pense aussi. Je pense qu'il y a un truc, c'est que aujourd'hui, on arrive dans un monde qui, je pense, sera plus juste d'un côté. Alors, je dirais que le monde entier sera plus juste, mais en tout cas, ce point-là le sera, sur le fait que, de plus en plus, la compétence sera plus importante que le titre. Et ça, c'était quelque chose dans les générations d'avant où en fait, c'est pour ça qu'on vous disait les diplômes, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as un diplôme, voilà, par exemple, tu vois, où tu as un diplôme, en fait, on t'ouvre des portes, on dit bon, mais c'est très bien, tu as droit à ça, tu as droit à telle rémunération et finalement ta compétence importe moins que ton titre ou ton diplôme que tu détiens. Et t'es esclave niveau 4 en fait, c'est tout, tu vois. Exactement. Et je pense que on arrive un peu plus dans une économie où pour le coup, ces choses-là seront moins importantes et que les compétences le seront beaucoup plus. Et ça sera
sera une prime à celui qui se bouge, à celui qui se développe, à celui qui arrive à utiliser ses expériences et ce qu'il a appris à des fins utiles dans un monde économique et dans la création de valeur. Et ça, je pense que ça sera vachement profitable pour ceux qui se bougeront le plus. Je pense qu'aussi, on est une génération qui a grandi avec Internet et franchement, je pense qu'on peut le dire sur les 20 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué et j'ai quand même l'impression qu'on s'adapte assez facilement, tu vois. Je veux dire, beaucoup de gens utilisent ChatGPT sans même avoir, tu vois, enfin nous on l'utilisait même on était encore salariés, etc. Tu vois, il y a plein de choses où j'ai l'impression qu'on embrasse assez facilement la technologie et le monde il évolue assez rapidement et je pense que ça fait partie un peu du truc, c'est que faut être prêt à pivoter, tu vois. Genre dès que t'as le vent en poupe, faut y aller ou dès que tu sens qu'il y a une petite résistance, faut changer la stratégie et ça je pense qu'en vrai on est capable. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une prédisposition un peu générationnelle à s'adapter un peu au changement et à l'environnement. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense surtout qu'il va falloir aussi développer des revenus alternatifs parce qu'on le voit, c'est un peu le problème de notre génération. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Exactement, mais c'est que le salariat paye pas autant qu'il le devrait ou paye moins que ce qu'il le payait avant et c'est un peu comme vous voulez, mais de plus en plus et ça a déjà été un peu ce qu'on a essayé de conseiller sur ce podcast quand vous voulez augmenter vos revenus, mais faire un side business, du freelance, de l'e-commerce, du consulting et voire passer plus de temps sur ses investissements, investir de manière intelligemment en bourse, en crypto, dans l'immobilier. Enfin bref, essayez de trouver un moyen d'augmenter vos revenus, de pas être 100% dépendant du salariat parce que ça payera de moins en moins du fait de l'augmentation des charges et des impôts. Et je pense qu'en plus de l'augmentation des charges et des impôts, les prestations sociales ou les contreparties que vous aurez de vos cotisations au salariat vous seront de moins en moins bien rendues. On le voit, ils ont durci les règles sur le chômage, sans cesse ils créent. J'ai vu qu'ils avaient sorti une taxe sur les boulangers. J'ai un ami qui m'a envoyé ça. Sur les boulangers? Ouais, maintenant, je sais pas, tous les 1 kilo de farine, tu dois payer, je crois, 0,06 centimes de plus à l'État. Enfin bon, bref, tous les matins. J'ai une anecdote comme ça, on a un pote qui a voulu lancer des pâtés. Et oui, il a pris, je sais plus si c'était sur quoi, c'était sur le porc du coup. Sur l'abattage du porc. Sur l'abattage du porc, c'était 50 centimes par petit pot de pâté, ça lui revenait en tout cas. Ouais, ça la lui taxe, disait ça marche par deux en fait. Voilà, donc là je c'est mort, on fait C'est bon, j'arrête. Tu vois, donc c'est des trucs où je pense qu'il va falloir être agile parce que va falloir essayer de fuir de fuir au maximum le fait de rester dans des trucs trop. Faut toujours vous dire que si aujourd'hui vous trouvez une niche qui est très rentable, faut toujours vous dire que demain l'État va essayer de venir vous la ravager. Donc je pense qu'il faut plutôt développer ses capacités à se créer des niches, des side business, à évoluer, à investir, de trouver de nouveaux investissements que de simplement vouloir forcément aller dans ce qui marche parce que ce qui marche maintenant, on le voit par exemple la niche LMNP, ça marchait très bien. Le régime LMNP, il existait depuis 20 ans. Il y a des gens très malins qui ont commencé à en faire pas mal dans les années 2010. Ils ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux et boum, 2019, ils nous sortent ou 2020, je ne sais même plus quand il avait sorti. Tu sais la refonte entre le LMP et le LMNP. Ah oui, et là, ils ont encore durci la niche en 2025. Enfin, il est encore restreint. Donc, forcément, il va falloir rester agile. Et je pense aussi qu'il va falloir s'entourer des bonnes personnes. C'est ça surtout qui va être important. Il y a une expression, tu sais, on est les 5 personnes qu'on fréquente ou un truc comme ça. Et c'est vrai que... Bon, je dis pas qu'il faut pas côtoyer les boomers, tu vois, c'est pas vrai. On aime nos parents. Mais c'est vrai que nous on le voit là depuis qu'on a quitté les jobs, on traîne forcément on a le choix de fréquenter qui on veut et pas des collègues qu'on n'a pas choisis. Et du coup c'est vrai que là au sport surtout ils sont tous auto-entrepreneurs et ils font plein de choses et c'est vrai que c'est vachement stimulant. Entrepreneur et pas auto-entrepreneur. Entrepreneur, pardon. Ouais, parce qu'il y en a plein qui ont des boîtes avec des salariés. Oui, pardon, oui. Mais ils sont tous, en tout cas, c'est des business guys, tu vois. Et je trouve que qui ont le temps d'être à la salle à 15h le lundi après-midi. Je dis, et en plus, qui ont le temps d'être à la salle à 15h le lundi après-midi. Déjà, les boucs se lèvent à 11h, donc pour commencer. Mais en fait, c'est des visions ultra intéressantes, je trouve. Et en fait, c'est bien parce que du coup, les problèmes qu'on a, souvent, tout le monde y passe un petit peu. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça où on peut en discuter. Et je trouve ça vachement stimulant. Ça pousse un peu à se donner et à essayer de s'améliorer et pas chouiner. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas tomber dans le discours fataliste de se dire le monde est trop dur, tout le monde est méchant avec moi, on est d'accord. En fait, on est là, oui, ok, c'est comme ça, mais on va pas. Ouais, c'est ça. C'est simplement, en fait,
là, le but de l'épisode, c'était de vous montrer qu'en fait, il y a des clés. Vous avez des clés, on a des opportunités dans notre génération de faire les choses autrement. Nous, on a réussi à en saisir une. On vous encourage à faire pareil, à trouver la vôtre. Surtout, c'est ça le plus important. Et à surtout d'être à l'aise avec les choix que vous faites dans votre vie et de pas simplement subir et de vous dire, bon, ben voilà, en fait, on est un peu dépendant de l'État parce qu'en fait, l'État essaye d'être au maximum dans votre vie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais plus l'État rentre dans votre vie, plus il fait de la merde. Donc, vous devez tout simplement pas compter là-dessus. Vous devez prendre les choses en main et vraiment développer votre cercle, développer vous développer, je pense, tout simplement, et faire vos choix derrière. Il y a pas de bonne solution. On vous dit pas forcément que vous devez créer votre boîte, pas forcément que vous devez investir dans l'immobilier. Faites ce dont vous avez envie de faire, mais soyez à l'aise avec ça. Et quand même, moi, ça reste quand même le warning, et je pense qu'il est important de cet épisode, c'est que notre génération n'est pas perdue, mais par contre, le salariat l'est. Ouais, je pense qu'il faut trouver une solution compter à 100% sur le salariat. On espère en tout cas que ça vous a un peu motivé. C'est le but de l'épisode, en tout cas. C'est le but de l'épisode. On a chouiné 10 minutes, mais 20 minutes en mode... fallait présenter le contexte, c'était l'introduction. C'est ça. On espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Quitte le Boomer Dream, à nous envoyer des mails si vous voulez, des questions. Ça nous fait toujours plaisir. À mettre 5 étoiles sur les plateformes. À laisser votre petit commentaire. C'est ça. Et puis à nous dire, est-ce que vous êtes plutôt team galère ou team opportunité? C'est ce que vous préférez. Choisissez votre team. On fera un match après. C'est clair. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Ciao.